Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du Dessous des Data. Alors un Dessous des Data, encore une fois, de plus, spécial intelligence artificielle. Et oui, encore et encore cette thématique. Mais il faut dire qu'on manque de thématiques en ce moment sur les marchés et on en a deux grandes, l'inflation et l'impact finalement du Moyen-Orient sur l'inflation et les économies et la croissance économique. Et puis l'autre grande thématique, c'est l'intelligence artificielle qui nourrit une forte croissance actuellement, mais qui est sous condition de risque de surinvestissement, de mauvaise évaluation des risques, et donc de pertes à venir pour les investisseurs. Donc, on est sur ces deux grandes thématiques et aujourd'hui, on va creuser un petit peu cette thématique intelligence artificielle et puis surtout raisonner. Est-ce qu'il faut encore investir sur ces valeurs liées à l'intelligence artificielle après le mouvement que l'on a pu observer? Est-ce qu'on est face à des excès ou tout simplement à quelque chose qui est normal, que l'on a peut-être sous-estimé jusqu'à présent et qui est une vraie révolution technologique qui se traduira naturellement par un retour aux investisseurs qui s'annonce prolixe et qui s'annonce particulièrement positif. Alors, pour commencer déjà, bon, faut le reconnaître, l'intelligence artificielle, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité en termes d'investissement. Aujourd'hui, clairement, on est sur des milliards de dollars qui sont investis autour des capacités de calcul qui permettra de développer l'intelligence artificielle. On a besoin d'électricité, on veut plus d'intelligence, et entre les deux, il faut faire des puissances de calcul pour véritablement alimenter, permettre le développement de ces modèles d'intelligence artificielle. Alors après, qu'est-ce qu'on fera des modèles d'intelligence artificielle? Ça sera dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, on est dans cette phase d'installation, de mise en place des facteurs de calcul. Alors, l'investissement à l'IA, finalement, il peut répondre à trois logiques. La première logique, c'est ce qu'on appelle le FEMO. Je vais y revenir, mais c'est une logique plutôt saine. C'est une logique qui nous dirait qu'on a une forte croissance à venir des earnings. Et donc, ça veut dire que ça peut continuer et qu'il ne faut pas hésiter. Il faut continuer à acheter ces valeurs et jouer la tendance autour de l'intelligence artificielle. Il y a une seconde logique qui est plus inquiétante, qui est l'aspect FOMO, dans lequel tout le monde veut absolument investir dans cette thématique parce qu'on a peur de louper finalement cette révolution industrielle, mais au risque de créer une bulle et au risque de payer très cher finalement son billet d'entrée pour cette révolution industrielle et induire forcément mécaniquement des surinvestissements. Et puis, il y a un dernier phénomène, on n'en parle peut-être pas trop autour de l'intelligence artificielle, mais c'est un peu un phénomène TINA. Pourquoi on concentre ces investissements autour de l'intelligence artificielle? Pourquoi on investit autour de l'intelligence artificielle? Parce qu'on n'a pas d'autre alternative et qu'on veut se protéger face à d'autres investissements qui sont particulièrement incertains. On n'a pas de visibilité sur la croissance mondiale. On a une crise au Moyen-Orient qui n'en finit pas. On ne sait pas ce que vont faire les banques centrales. Donc finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller sur là où on a le plus de visibilité et qui, à court terme, nous paraît l'investissement le plus sûr, qui va pas, sur lequel on ne peut pas perdre d'argent, puisqu'il y a une sorte de consensus fort que la croissance restera, elle est là et elle restera dans les prochains mois. Alors rentrons un petit peu dans le détail de ces trois phénomènes et expliquons un peu ces détails. D'une part, le premier effet que je vous parlais, cet effet TINA, il n'y a pas d'autre alternative, c'est pas nouveau, on l'a connu par le passé. On investit un petit peu dans l'intelligence artificielle un peu par défaut. Donc c'est l'effet qu'il n'y a pas d'autre alternative. Alors c'est important parce que tous les investisseurs qui rentrent aujourd'hui pour investir dans l'intelligence artificielle, dans ces valeurs de semi-conducteurs, choisissent finalement déjà des valeurs qui nous paraissent saines, puisqu'on n'est pas du tout sur des valeurs majoritairement qui perdent de l'argent. Aujourd'hui, on a des investisseurs qui regardent très clairement où sont les profits, où sont les marges, et on préfère aujourd'hui plutôt investir dans les producteurs de mémoire que ceux qui investissent comme les hyperscalers. On voit qu'il y a clairement une concentration des investissements sur les acteurs qui profitent finalement, qui fabriquent les pelles, qui profitent de ces investissements, mais on est plus prudent dans les niveaux de valorisation et dans les flux d'investissement vers ceux qui prennent le risque de cet investissement, ceux qui sont à risque, qui font un pari de l'émergence de l'IA. Donc, on peut pas dire que les investisseurs sont complètement aveugles, qu'ils investissent les yeux fermés. Ils sont très sélectifs. Le problème, c'est qu'on a très peu de valeurs qui profitent réellement de cette croissance
connaissances qui sont sûres, qui sont certaines, qui ont des carnets de commandes à 2, 3 ans qui sont complètement pleins et donc qui nous offrent une bonne visibilité. Et ces valeurs-là, on les paye très cher. Mais l'effet TINA fait que finalement, c'est peut-être un choix d'investissement un peu par défaut parce qu'on n'a pas d'autre idée d'investissement. Ce qui veut dire aussi que si la situation au Moyen-Orient venait à s'améliorer, si on avait un peu plus de visibilité sur la croissance mondiale, peut-être que tous ces investisseurs américains qui ont largement concentré leurs investissements autour de l'intelligence artificielle pourraient commencer de nouveau à diversifier leur portefeuille, peut-être en allant plus sur l'Europe, peut-être en investissement plus sur des valeurs industrielles qui pourraient souffrir des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et qui, face à une résolution du conflit au Moyen-Orient, pourraient de nouveau offrir de l'intérêt pour les investisseurs. Donc, on aurait peut-être des choix d'investissement plus diversifiés, ce qui ferait qu'il n'est pas impossible que cette thématique de l'IA puisse sous-performer en cas de résolution du conflit au Moyen-Orient. En tout cas, si vous investissez pour un effet TINA, c'est ce qu'il faut jouer dans les prochains mois. Si on a un déblocage au Moyen-Orient, on pourrait avoir une légère sous-performance du secteur technologique sans forcément remettre en cause le story, hein, l'histoire autour de l'IA, hein, sans remettre forcément en cause les perspectives de résultats des entreprises du secteur, mais on est peut-être sur un effet investissement un petit peu pour finalement, parce qu'on n'a pas d'autre choix et que c'est l'investissement qui semble le plus cohérent et le plus favorable. Deuxième phénomène, alors on en parle plus souvent quand on parle des investisseurs, c'est plus quelque chose qu'on qualifie aux investisseurs, c'est la peur de rater, hein, la peur d'avoir loupé cette révolution industrielle, la peur d'avoir loupé finalement les valeurs qu'il faut avoir dans son portefeuille. Et donc, ça entraîne des phénomènes d'emballement. Et ça, on en parle plus particulièrement au niveau des investisseurs qui investissent en bourse, hein, et ça peut expliquer des fois des dérapages, des envolées de valorisation sur certains secteurs qui ne sont pas forcément justifiés. Et puis, on a toujours les forces de rappel. Donc, quand on parle d'un effet FOMO, ça sous-entend plus ou moins un risque de bulle, un risque d'excès. Et donc, finalement, ça appelle en général à terme à un effet, un contre-effet, hein, un retour de bâton et finalement à une rechute très violente de ces investissements. Mais là, l'effet FOMO, pour moi, il n'est pas forcément au niveau des investisseurs, puisque je vous le disais précédemment, on a une concentration, on est très sélectif, hein, on voit que les investisseurs ont appris depuis la dernière bulle technologique, et donc on ne peut pas dire qu'il y a une euphorie totale. Alors, il y a quelques exemples, hein, dans l'actualité qui montrent qu'il y a peut-être eu quelques exagérations, mais c'est sur des petites capitalisations boursières, c'est jamais sur les grosses, hein, et on voit que l'essentiel des flux vont quand même sur du Nvidia, sur du SK Hynix, sur du Samsung Electronics, c'est pas des petites valeurs, hein. Donc on va quand même sur des valeurs qui ont quand même une capitalisation importante, et donc on est très très loin d'un excès sur 2, 3 small cap, hein, qui seraient dont les thématiques seraient jouées à l'excès. Par contre, l'effet FOMO, il existe bien. Il existe au niveau des hyperscalers. Et ça, vous le voyez lorsque vous lisez un petit peu les comptes rendus des conférences call, hein, qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que de toute façon, l'IA, c'est une technologie qui va faire des perdants et des gagnants. C'est très clairement ce qu'ils nous disent. Il y aura des perdants, hein, des gens qui verront leur business model complètement modifié avec l'intelligence artificielle. Et donc, faut être parmi les gagnants. Mais pour être parmi les gagnants, il faut investir massivement, avoir des capacités de calcul massifs qui permettra ensuite, hein, de déployer les modèles, de offrir de nouveaux services autour de l'informatique dématérialisée, hein, tout ce qu'on appelle le cloud intelligent. Mais derrière, avant de vendre ces services, il faut investir massivement. Et si on ne le fait pas, bah, on va perdre ces marchés à l'avenir. Et donc, comme nous l'a dit le patron d'Alphabet, c'est une question de survie. C'est même pas une question de savoir s'il faut le faire ou pas. C'est si demain on le fait pas, on n'existera plus. Donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y aura des perdants. Il faut accepter que tous ces acteurs investissent massivement et qu'à un moment donné, il y aura certains qui seront mal positionnés au niveau commercial, qui n'amortiront pas leurs investissements. Mais ceux qui sont les gagnants,
bah, finalement, eux, auront, eu intérêt à investir et ils auront eu raison d'investir massivement. Donc il y a un effet, FOMO, mais un effet qui s'impose, de manière vitale pour, les hyperscalers. Donc les hyperscalers doivent investir, ce qui explique que finalement, ils ne rechignent pas malgré la flambée des coûts, malgré l'envolée des coûts, des data centers. Ils continuent d'investir, ils augmentent leur budget d'investissement parce qu'il leur faut ces capacités de calcul pour ensuite vendre l'intelligence artificielle et éventuellement continuer à exister. Donc il y a bien un effet FOMO, mais il n'est pas au niveau d'un emballement boursier, il est plus au niveau des hyperscalers, même si demain peut-être qu'un Meta, peut-être qu'un AWS ou un Alphabet pourrait avoir surinvesti. Mais voilà, c'est le prix à payer pour continuer à exister demain, selon eux. Donc l'effet FOMO, il est là aussi, mais il entretient naturellement la bulle parce que ces décisions d'investissement ne sont pas remises en cause, quelle que soit la conjoncture, puisque c'est vital pour l'entreprise. Tant qu'on peut lever de l'argent, tant qu'on est sur une taille telle de ces entreprises qui sont très profitables, elles sont crédibles pour aller sur les marchés du crédit, pour lever de l'argent, pour emprunter auprès des banques, hein. Et donc finalement, on est sur quelque chose qui est réel, qui alimente l'ensemble des secteurs technologiques, hein, et qui profite peut-être plus à certaines boîtes que d'autres, mais qui est un élément positif. Alors, ceci dit, il faut reconnaître que les investisseurs, eux, sont très prudents quand même dans les niveaux de valorisation de ces hyperscalers. On sait que c'est la clé de la croissance et de résultats de certaines entreprises, mais on est quand même prudent parce qu'on voit très clairement qu'il y a un risque. Il y a un risque à investir. Il ne faut pas se tromper, hein. Il faut peut-être investir sur Microsoft ou sur Meta ou sur Alphabet, voire sur Amazon, mais il y en aura peut-être un ou deux qui sera pas forcément le grand gagnant de l'IA et qui pourrait subir une contre-performance sur ses investissements. Donc, il y aura des perdants, mais en tout cas, pour l'instant, il y a un effet FOMO qui entretient des flux d'investissement massifs. Et donc, on arrive forcément à notre dernier effet, hein, l'effet FEMO. FEMO. Alors, l'effet FEMO, c'est Fabulous Earning Momentum. Il y a différentes définitions, mais là, actuellement, ce qui est en train de pointer, hein, et ce qu'on parle beaucoup, c'est ce fabulous earning. Alors pourquoi fabuleux? Parce que là, on a quelque chose qui entretient la hausse de ces valeurs autour de l'IA, c'est le fait qu'ils nous publient des résultats toujours au-dessus de nos attentes, avec des croissances exceptionnelles de leur profitabilité. Certains acteurs nous annoncent des taux de marge brute de 70%, voire plus, alors qu'on était à peine à 40% il y a encore 2-3 ans. Donc, ils explosent clairement leur marge. Ils nous affichent des taux de croissance de leur chiffre d'affaires à 2 chiffres, voire à 3 chiffres, hein, pour certaines, ce que nous a annoncé HPE, hein, sur ou Dell, hein, sur la croissance de leur carnet de commandes et des perspectives de croissance au niveau des serveurs qui devront être installés. On n'est pas sur du 2 chiffres. Maintenant, on est sur du 3 chiffres, à condition naturellement qu'ils aient les composants pour faire ces data centers. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qui est une énorme croissance. Et donc finalement, faut pas avoir peur d'acheter cher parce que finalement, comme ils nous dépassent le consensus, on n'est pas encore sur des PE sur les prochaines années qui sont si élevés que ça, et ça peut laisser encore la place à encore plus de hausse, à encore une progression. Donc l'effet FEMO, il est là. C'est plutôt l'aspect positif de se dire que finalement, certes, le doublement, le triplement de l'action est impressionnant, mais ça ne correspond aussi peut-être à quelque chose qui est supérieur en termes de progression des résultats, et donc on n'est pas du tout dans une bulle. Alors, par rapport à ces éléments-là, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, déjà, premier élément, quel est l'indicateur clé qu'il faut suivre pour savoir, pour discriminer et savoir dans quel, de faire sur quel, est-ce qu'on est sur un effet TINA, un effet FOMO ou simplement un effet FEMO? Bah, il y a un indicateur à suivre, c'est les tokens. C'est l'unité de base, hein, c'est l'élément de base de l'utilisation de l'IA, et il nous faut une forte progression de l'utilisation de tokens pour les prochains mois, une croissance très forte, et il va falloir d'autant plus la regarder que le coût du token est en train d'exploser. Et ça, c'est un élément important puisque vous l'avez bien vu, derrière la hausse et les bons résultats d'un SK Hynix, d'un Samsung Electronics ou d'un Micron, bah, c'est un effet avant tout d'inflation. C'est-à-dire que ces acteurs-là ne peuvent pas produire plus de mémoire, et je vais y revenir, et finalement se permettent d'augmenter énormément leur prix. À un moment donné,
cette hausse du coût du calcul se répercute aux utilisateurs. Et les utilisateurs, ils payent quoi? Ils payent le token. Et là, un élément clé, c'est-à-dire que derrière, vous pouvez investir massivement dans les data centers, vous pouvez investir massivement et dire que c'est très rentable d'avoir un modèle d'IA. Mais si derrière, vous avez une baisse des tokens, que les entreprises se limitent dans leurs investissements ou n'utilisent pas autant qu'espéré ces tokens, bah, finalement, vous allez avoir des grosses déceptions et tout ça n'est pas tenable. Donc, si vous avez un indicateur à suivre aujourd'hui, c'est la croissance du nombre de tokens. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra une croissance par 20 de cette utilisation. On est déjà à près de 3,2 quadrillions d'utilisation, mais il faut que ça soit multiplié par 20 d'ici 2030 pour que globalement tous les acteurs de ce secteur s'en sortent plutôt bien, que les investissements soient rentables, que les prix des mémoires poursuivent leur hausse et qu'on ne soit pas dans une situation de bulle. Donc un élément important à suivre, l'indicateur clé à suivre, c'est ce prix des tokens et naturellement l'évolution de la demande. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on est dans une sorte de goulot d'étranglement et que ce prix du token va continuer de progresser dans les prochains mois. Si on regarde un petit peu toute la chaîne d'assemblage qui permet de réaliser des capacités de calcul supplémentaires, bon, vous avez l'acteur que vous connaissez bien qui vous permet de graver finalement ces puces, c'est ASML. ASML qui permet la production de CPU, de GPU. Donc, c'est un élément important. ASML qui travaille avec TCMC, qui est le fondeur, qui lui va créer ces puces. Donc, je simplifie parce qu'il y a les machines d'ASML qui vont utiliser des wafers qui sont principalement produits au Japon. Donc, il y a aussi toute une quantité d'entreprises qui sont en amont, mais aussi de plus en plus, il y a les fabricants de mémoire. Et il y a un point important, c'est que pour l'intelligence artificielle, on utilise la mémoire 3D, c'est-à-dire qu'on empile des couches de mémoire l'une sur l'autre. On n'est pas sur une mémoire simple, on met des mémoires les unes sur les autres. Et ça, c'est une technologie importante parce qu'il faut relier ces différentes couches de mémoire. Alors, l'avantage, c'est que si demain, il y a moins de demandes de mémoire pour l'intelligence artificielle, on prend ces petites mémoires, on les empile pas l'une sur l'autre, on les vend à l'unité et finalement, on répond au marché du PC, on répond au marché du smartphone. Donc, le marché du smartphone n'utilise pas cet empilement de mémoire. Mais aujourd'hui, toute la mémoire produite, elle est produite pour s'empiler les unes sur les autres. Or, il y a dans le monde que 3 sociétés qui maîtrisent cette technologie, qui ont mis plus de 10 ans à la développer. C'est Samsung Electronics, et encore, ils sont en retard. C'était SK Hynix qui était vraiment le leader de ce marché, et puis Micron qui fait une poussée assez forte. Donc, ces 3 acteurs, vous ne pouvez pas les concurrencer. C'est-à-dire que vous pouvez produire des petites mémoires, ça c'est clair, on peut augmenter fortement la production, mais il va falloir les empiler et ça, il n'y a que 3 acteurs dans le monde qui savent le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une inflation des prix des mémoires et les mémoires dédiées à l'intelligence artificielle, elle va se poursuivre cette inflation, elle va rester très forte. Alors 2 choses l'une, soit à un moment donné, on révise à la baisse les projections, les commandes que l'on veut faire en termes de data center et à ce moment-là, oui, ça va se détendre parce qu'ils vont pouvoir, il n'y aura plus de tension, il n'y aura plus de problème d'offres. Soit effectivement, on reste sur une demande d'intelligence artificielle qui reste forte, la croissance des tokens reste forte et à ce moment-là, tous ces acteurs qui fabriquent des mémoires vont voir leur marge continuer de progresser parce qu'ils nous ont dit qu'il y a de tels goulots aujourd'hui dans leur production, ils ne peuvent pas produire plus en volume. Donc en valeur, c'est surtout en valeur qu'on va avoir une croissance de leurs résultats. Donc le marché a raison de se focaliser sur ces 3 acteurs. C'est vrai que c'est eux les moins risqués pour l'instant, si la croissance des tokens se poursuit dans les prochains mois. Et puis enfin, on a cet assemblage, on met la mémoire sur la puce, et là c'est encore TSMC, et puis on peut vendre ses capacités derrière sur le marché. Donc on voit les acteurs aujourd'hui, mais c'est vrai que ce qui est le plus moins à risque, ce sont les producteurs de mémoire, parce qu'on est dans un oligopole. Ensuite, on peut jouer ceux qui font les équipementiers, naturellement. On peut jouer aussi après les assembleurs, ceux qui produisent, qui fondent et qui assemblent. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les concepteurs de puces. C'est du Nvidia, c'est du ARM,
c'est même eux-mêmes, hein, les hyperscalers qui veulent produire dessiner leurs propres puces, mais ces hyperscalers, de toute façon, c'est pas eux qui produiront la mémoire. Ils peuvent éventuellement faire leur propre design, donc il y a une sorte de marché concurrentiel entre Nvidia, ARMS et les hyperscalaires. Donc là, il peut y avoir véritablement une forte concurrence entre ces acteurs, mais quoi qu'il arrive, in fine, vous pouvez faire la plus merveilleuse des puces PC, vous pouvez faire la plus merveilleuse des puces au niveau de l'intelligence artificielle, vous serez toujours dépendant de votre fournisseur de mémoire et de votre fondeur qui doit fondre ces puces, hein. Alors certes, TSMC a de l'avance, il peut être concurrencé par Intel, par AMD, mais on voit qu'il a une vraie avance là-dessus. Mais voilà, on voit que la concurrence, là où la concurrence est la moins forte, c'est vraiment au niveau des producteurs de mémoire. Ensuite, il y a les fondeurs et ensuite, il y a effectivement les concepteurs de puces où là, on pourrait avoir une concurrence beaucoup plus forte et des évolutions technologiques. Mais en tout cas, dans tous les cas, on s'aperçoit qu'on est sur un coût de l'intelligence artificielle qui va fortement augmenter dans les prochains mois. Quoi que vous pensiez, que ça soit une réussite, que ça vous entraîne des gains de productivité ou pas, on voit que quoi qu'il arrive, il y a une inflation et que le coût de calcul va exploser. Alors, on n'est pas habitué, hein. C'est vrai qu'on a vécu pendant des années avec l'idée que plus on avait de puissance de calcul, moins ça coûtait cher, hein. Bon, bah, c'était la fameuse loi Moore qui vous permettait de réduire vos coûts, d'avoir des effets d'échelle. Et donc, on n'est pas habitué que le prochain PC soit beaucoup plus cher que le précédent, hein. D'habitude, c'était plutôt une baisse du coût et avec plus de puissance. Là, on change de monde, on rentre dans un monde où le coût du calcul va fortement augmenter. La question, c'est de savoir comment vont réagir les entreprises face à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous font des langages, des logiciels qui font créer l'intelligence artificielle, des OpenAI, des Anthropics, hein, qui vous font des modèles d'intelligence artificielle. Mais ces gens-là, ils vous vendent. Et eux, ces gens-là, ils ont besoin d'acheter des puissances de calcul. Donc, eux-mêmes achètent du token. Donc, c'est ce qui explique qu'on a une partie de la hausse de la demande de tokens, c'est lié à l'entraînement des modèles. Mais après, une fois qu'on a entraîné le modèle, que le modèle est prêt, il vous vend l'utilisation de ce modèle. Et pour encore utiliser ce modèle, vous allez utiliser des tokens aussi, vous allez utiliser de la puissance de calcul. Donc la grande question, c'est de savoir comment les entreprises vont réagir lorsqu'on va leur dire que le token voit son prix doubler, tripler, quadrupler. Est-ce qu'on va utiliser de la même façon l'intelligence artificielle? C'est bien d'avoir un agent IA qui trie vos mails, mais à partir du moment où c'est un coût significatif et que ce coût devient élevé, est-ce que vous n'allez pas dire à vos employés, bon, bah, triez vos mails vous-même, hein, n'utilisez pas l'agent IA. Et là, on commence à voir véritablement une évolution, puisque d'une part, l'agent IA est très consommateur de tokens. Pour une tâche effectuée par ChatGPT, si vous le faites par agent IA, c'est 100 tokens, alors que c'est un token par ChatGPT. Donc, vous voyez qu'un token utilisé par un agent IA, c'est 100 fois plus de besoin de calcul. Alors, certes, vous entendez tous les acteurs qui vendent de la puissance de calcul nous vendre l'agent IA parce que pour eux, c'est une manne énorme et ça veut dire une croissance exponentielle de la demande de tokens. Mais si je vous facture le coût du token, la consommation électrique, le coût de mise en place du data center, l'amortissement de ce data center et le fait finalement que je veux une petite marge quand même, je veux un retour sur investissement, bah, une fois que j'ai tout ça mis bout à bout, mon agent IA me coûte particulièrement cher. Donc la vraie question, c'est comment vont réagir les entreprises. On voit que Microsoft commence déjà à réfléchir à la chose, hein. Ils viennent de proposer un modèle qui diminue au maximum la consommation. Il est beaucoup moins performant que les autres modèles IA, que les modèles généraux des chats GPT et les Claude et les autres, hein. Mais l'avantage, c'est qu'il consomme énormément moins de tokens. Donc attention à suivre ça. Comme toujours en économie, hein, il y a une chose qui marche bien, quand les prix montent, la demande baisse. Alors, ça sera très difficile de me prouver que l'inflation dans le coût de calcul n'aura pas d'incidence sur l'utilisation de tokens de la part des entreprises. En tout cas, il peut y avoir une rationalisation à partir du moment où c'est plus gratuit, qu'on paye le vrai coût, le vrai prix, hein, des choses. On voit que la demande s'ajuste. Donc, à surveiller de très près. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de demande. Ça ne veut pas dire que l'IA n'offre pas des gains de productivité, mais c'est tout un débat et ça remonte même jusqu'au niveau des banquiers centraux où certains banquiers centraux
mettre en avant que l'IA va générer beaucoup de gains de productivité et va être déflationniste, alors que d'autres disent, bah non, le coût de l'IA est en train d'exploser et donc ça va être inflationniste parce que les entreprises qui vont utiliser l'IA vont peut-être y voir des gains de productivité, mais ce sera peut-être pas suffisant, ce sera peut-être pas absorbé et donc vont remonter leur prix. Et donc l'IA, aujourd'hui, on a une inflation qui est en train de se créer autour du coût du calcul qui va à terme se répercuter sur les prix de vente des produits. Donc il y a un gros débat au sein des banquiers centraux. Vous voyez que c'est pas clos le sujet, mais ça montre que quand même il y a un élément de fragilité autour de cette thématique intelligence artificielle pour les prochains mois. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est vrai qu'il y a un fort risque que l'effet FOMO au niveau des hyperscalers se traduit par un mauvais investissement, un mauvais choix d'investissement et un retour sur investissement qui soit véritablement décevant. À l'inverse, on peut dire aussi que si on voit la courbe des tokens et la consommation de tokens continuer à être multipliée par 20 en 3 ans, bah, dans ce cas-là, on se posera même pas la question. Il faut y aller maintenant. Faut acheter tous ces acteurs parce que l'inflation finalement n'est pas véritablement un frein à cette demande et les gains de productivité sont suffisants pour compenser cette inflation et vous pouvez jouer finalement l'effet valeur sur l'ensemble de ces acteurs. Alors que répondre aujourd'hui? C'est naturellement très compliqué. Moi, j'aurais tendance à répondre déjà en plusieurs niveaux. Première chose, bah, vous pouvez vous attendre conjoncturellement, ponctuellement, à une sous-performance de la thématique de l'IA. Si la situation au niveau du Moyen-Orient s'améliore, on aura des investisseurs qui vont diversifier leurs investissements. On a une telle concentration aujourd'hui sur quelques acteurs. Aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est 60% de actions sur l'indice Kospi, donc ça pose quand même un vrai problème de diversification si vous achetez le Kospi. On a un vrai problème aujourd'hui de certaines valeurs qui concentrent tous les flux d'investissement, mais ça, c'est un effet TINA. Donc, attention, il y a clairement un effet TINA. Vous pouvez jouer le secteur technologique tant qu'on a une source d'incertitude majeure au niveau géopolitique, mais s'il venait à reculer, très clairement, ça ne serait pas une bonne idée de rentrer sur ce secteur. Après, à plus moyen terme, on va dire, on est quand même sur un facteur de risque et ce facteur de risque, il ne pourra provenir que sur le comportement et les ventes de tokens, l'utilisation des tokens, hein. Si vous voyez un début de ralentissement dans la croissance en tendance, ça, c'est un signal que quand même, au bout d'un moment, il va y avoir un impact et un retour de bâton pour ces investissements. Pour l'instant, on reste sur une croissance très forte. Alors, vous avez vu le graphique, hein, il est très heurté parce que ça dépend aussi. On a toujours un boost d'utilisation des tokens quand on sort un nouveau modèle IA, on l'entraîne et à ce moment-là, on a une consommation énorme de tokens, mais qui est liée à la phase d'entraînement de l'IA. Ce qu'il faut regarder, c'est les tokens qui sont utilisés par les entreprises. Donc, les tokens qui sont liés à l'utilisation de l'IA. Et là, on est sur une croissance relativement continue de l'utilisation de tokens. Donc, il faut regarder si cet élément-là ne ralentit pas. Donc, vous n'avez qu'un seul indicateur à regarder lorsque vous voulez investir ou pas dans cette thématique. Investissez sur les acteurs les plus fiables, les plus sûrs, ceux qui prennent le moins de risques d'investissement. Et en deuxième lieu, pour le timing d'investissement, regardez l'évolution de la consommation de tokens liée à l'inférence, liée à l'utilisation des modèles IA. C'est l'indicateur qu'il faut suivre aujourd'hui. C'est l'indicateur clé pour cet investissement. Donc, je dirais qu'à très court terme, on n'est pas forcément sur des risques importants. Par contre, l'inflation, pour moi, va détruire de la demande. Comme toujours en économie, l'inflation détruit la demande. Et donc, à ce moment-là, on risque d'avoir quelques déceptions sur le retour sur investissement. Donc, attention à ces facteurs. Voilà ce que je voulais vous mettre en avant dans ce dessous des data, hein. Une data à suivre, la seule data finalement peut-être à suivre si vous désirez investir sur la thématique intelligence artificielle, le token, son utilisation. Ça reste la data clé aujourd'hui, hein, à regarder pour ce type d'investissement. Voilà, merci d'avoir suivi ce dessous des data et à la semaine prochaine.